nous ne t'avons gardé que pour les avantages fiscaux, a dit ma mère, en souriant, lors du dîner de mon 25e anniversaire au milieu d'un restaurant bondé un vendredi soir. 6 mots. C'est tout ce qu'il a fallu pour détruire 25 ans de tout ce que je croyais savoir. Mais voici la partie que ma mère ignorait, je me préparais à ce moment précis depuis 8 mois. Et les gens assis à 3 tables derrière elle, ce n'étaient pas des inconnus. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti. J'ai fouillé dans mon sac, j'ai sorti une enveloppe, et tout ce qui se trouvait dans ce restaurant a changé. Mais pour comprendre pourquoi, vous devez entendre toute l'histoire. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, prenez une seconde pour aimer, vous abonner et indiquer votre emplacement ainsi que votre heure locale dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous m'écoutez. Je suis Paige. J'ai 25 ans. Je vis dans l'une de ces petites villes où tout le monde connaît votre nom et la version de la vérité de vos parents. Maintenant, laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, à la nuit où j'ai trouvé un dossier qui n'était pas destiné à mes yeux. 8 mois avant ce dîner, je suis à 4 pattes dans le sous-sol de mes parents en train de trier des cartons. Lorraine, ma mère, m'a demandé de faire de la place pour les affaires de ma cousine Britney. Britney revient vivre en ville après une rupture, et apparemment le sous-sol doit être impeccable d'ici la semaine prochaine. Lorraine n'a pas demandé gentiment. Elle ne le fait jamais. Elle a juste laissé un post-it sur la porte de mon appartement, sous-sol samedi, n'oublie pas. Alors, me voici, couverte de poussière, à traîner des cartons sur un sol en béton. La plupart sont de vieilles décorations de Noël et le matériel de pêche de Glenn. Mais caché derrière le chauffe-eau, je trouve une boîte scellée avec du ruban adhésif. Le nom de Lorraine est écrit sur le dessus au marqueur effacé. Je ne devrais pas l'ouvrir. Je l'ouvre. À l'intérieur, un dossier manille. Et dans ce dossier, toute ma vie se réorganise, un certificat d'adoption officiel, un acte de naissance que je n'ai jamais vu, l'original avec le nom bébé-fille d'une art tapé au centre. Et sous les deux, un reçu d'un conseiller fiscal, une seule ligne surlignée en jaune, crédit d'impôt pour adoption, 5400 $. Je reste assise sur ce sol froid de sous-sol pendant 40 minutes, sans pleurer, juste en recalculant chaque souvenir que j'ai. Chaque fois que Lorraine me rappelait à quel point j'étais chanceuse. Chaque fois que Glenn détournait le regard quand je posais des questions sur les photos de bébé. Et chaque carte de fête de l'Action de grâce qui disait notre plus grande bénédiction de l'écriture de Lorraine envoyée à chaque voisin du pâté de maison. Je sors mon téléphone et appelle ma meilleure amie, Claire. Elle décroche à la 2e sonnerie. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai besoin que tu viennes. Pas à la maison, sur le parking derrière la clinique. Paige, tu me fais peur. Viens, c'est tout. Je plie l'acte de naissance, le glisse dans la poche de ma veste et remets la boîte de Lorraine exactement là où je l'ai trouvée. Mais le nom d'une arme brûle les côtes pendant tout le trajet jusqu'à la clinique. Ce nom changerait tout. Mais pas encore. Claire me rejoint sur le parking en gravier derrière la clinique vétérinaire du docteur Weller, portant encore sa blouse de l'équipe de l'après-midi. Elle lit l'acte de naissance sous la lumière du plafonnier de sa Civic, puis le relit. Dunard, dit-elle doucement. Tu as déjà entendu ce nom? Jamais. Elle pose le papier. Tu te souviens du kit ADN que je t'ai offert pour Noël? Je m'en souviens. Un kit d'ascendance, toujours sous plastique, rangé dans le tiroir de ma salle de bain. Je lui ai dit que je n'en avais pas besoin. Je lui ai dit que je savais déjà qui j'étais. Cela semble être quelqu'un d'autre qui parle maintenant. Utilise-le, dit Claire, ce soir. Alors je le fais. Prélèvement buccal, code d'enregistrement, enveloppe scellée. Je le dépose dans la boîte aux lettres devant la poste à 23 h. 6 semaines pour les résultats. 6 semaines pour garder un visage normal. Et pendant 6 semaines, je regarde Lorraine avec de nouveaux yeux. Je remarque des choses que j'ai toujours remarquées mais jamais nommées. La façon dont elle dit, après tout ce qu'on a fait pour toi, chaque fois que je demande à emprunter le camion. La façon dont elle dit aux voisins, chacun d'eux, à quel point m'adopter a été la décision la plus difficile et la plus altruiste de sa vie. Mais sa voix porte de la fierté, pas de la douleur. La façon dont Glenn se tait dès que Lorraine commence cette histoire, trouvant quelque chose de très intéressant à regarder sur ses chaussures. Je continue de payer mon loyer de 400 $ pour l'appartement de garage converti derrière leur maison. Et je continue de me présenter au dîner du dimanche.
Je continue de dire « Merci, maman » quand elle me passe les pommes de terre. Claire me demande une fois devant un café à la clinique « Comment tiens-tu le coup ?» J'attends, lui dis-je. Elle me regarde. Quoi? La preuve. Ce que je ne dis pas encore à Claire, ce que j'admets à peine à moi-même, c'est que j'attends aussi quelque chose de pire. J'attends de découvrir pourquoi un reçu fiscal était classé à côté de mon acte de naissance comme s'ils allaient ensemble. Le courriel arrive un mardi pendant ma pause déjeuner. Je suis assise dans ma voiture sur le parking de la clinique, en train de manger une barre aux céréales, et je fais défiler mon téléphone quand la notification descend. Ascendance, correspondance familiale proche trouvée. J'arrête de mâcher. Je tape sur le lien. L'écran se charge lentement, comme tout se charge lentement dans une petite ville avec un mauvais signal. Et puis le voilà. Hélène Dunard, 47 ans. Lieu, Ridgemont, une ville à 2h30 à l'est. Confiance de correspondance 99,7%. Relation, parents. Alors que je fixe sa photo de profil, une femme aux cheveux bruns court avec un sourire fatigué debout devant un jardin. Elle porte une blouse. Elle est infirmière. Clinique de santé communautaire. Il est écrit marié à Tom Dunard, 49 ans. Un fils, Cody, 20 ans. J'ai un frère. La barre aux céréales reste intacte sur le siège passager pendant le reste de mon heure de déjeuner. J'essaie d'écrire un courriel cette fois. Les 6 premiers sont trop longs, trop désespérés, trop en colère, trop prudents. Le 7e fait 3 lignes, je m'appelle Paige. Je crois que vous pourriez être ma mère biologique. Je ne suis pas en colère. Je veux juste savoir. J'appuie sur envoyer avant de pouvoir le supprimer. 4 heures plus tard, mon téléphone vibre. Une ligne d'Hélène Dunard, j'attends ce courriel depuis 25 ans. Je le lis 3 fois. Ensuite, je verrouille mon téléphone, le presse contre ma poitrine et m'assois sur le parking de la clinique jusqu'à ce que le soleil tombe derrière la ligne d'arbres. Pendant 25 ans, j'ai pensé que les gens qui m'ont élevé étaient la seule famille que j'aurais jamais. Et maintenant, une femme à 2h30 de route me dit qu'elle compte les jours depuis qu'elle m'a perdu. Mais Lorraine Mercé ne sait rien de tout cela. Pas encore. Pendant 3 mois, je vis dans 2 mondes. Mes jours de congé, je conduis 2h30 jusqu'à Ridgemont. La première visite, les mains d'Hélène tremblent si fort qu'elle manque de faire tomber le plat de lasagne. Tom me serre la main sur le pas de la porte et dit « Bienvenue à la maison, gamine », comme s'il répétait cela toute la semaine et qu'il n'arrivait toujours pas à le dire. Cody, 20 ans, dégingandé, bruyant, me montre des photos d'Hélène quand elle était jeune. « Tu as son menton », dit-il en souriant. « Désolé pour ça. » Hélène ouvre une petite boîte à bijoux sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, un bracelet d'hôpital effacé, si petit qu'il ne tiendrait pas autour de 2 de mes doigts. Bébé fille Dunard. Elle l'a gardé pendant 25 ans. J'ai allumé une bougie chaque 15 mars, me dit-elle, les yeux humides. Chacun d'eux. Je visite 4 fois de plus au cours des 3 prochains mois. Chaque fois, le trajet semble plus court. Je réalise qu'elle ne m'a jamais posé de questions de suivi de toute ma vie. Non pas par respect pour ma vie privée, mais parce qu'elle ne se soucie tout simplement pas de la réponse. Dans mon appartement la nuit, je lis la lettre d'Hélène. Elle l'a écrite sur du papier à en-tête de l'hôpital. 2 pages, recto verso. Une écriture soignée qui devient plus tremblante vers la fin. Elle me parle de la nuit de ma naissance, de la pression familiale, d'une jeune fille de 22 ans sans argent et personne pour la soutenir. Je garde la lettre dans une enveloppe dans mon sac. Je la transporte partout. 3 semaines avant mon anniversaire, Lorraine fait quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis 5 ans. Elle propose de m'emmener dîner. Chez Maggie, vendredi soir. Juste nous 3, dit-elle, nous avons quelque chose d'important à discuter. Cette douceur dans sa voix, je ne l'ai entendue que lorsqu'elle veut quelque chose. Je sais exactement ce qui arrive. 2 semaines avant mon anniversaire, je rentre du travail et trouve une note dactylographiée sur ma table de cuisine. Pas de salutation, pas de chère Paige, juste un paragraphe, à partir du mois prochain, le loyer de l'appartement du garage passera de 4 cents à accent grave $850 par mois. Si ce n'est pas réalisable, un préavis de 30 jours pour libérer les lieux est requis. Signature de Lorraine en bas. Soigné. Définitif.
Je m'assois et fais le calcul au dos d'un reçu d'épicerie. 850 $ pour l'appartement. 350 $ pour l'assurance maladie si je suis retiré du régime familial. Et quelque chose me dit que c'est la prochaine étape. Cela fait 1200 $ par mois sur le salaire d'une technicienne vétérinaire avant la nourriture, l'essence ou les prêts étudiants que j'ai contractés pour le collège communautaire. Ça ne marche pas. Ce n'est pas censé marcher. Alors que je traverse la cour vers la maison principale, Glenn est dans la cuisine en train de verser du café. « Tu as vu la note ?» demandai-je. Il ne lève pas les yeux. « Ta mère a ses raisons, Paige. Britney a besoin d'un endroit. » « Et où je vais ?» Glenn remue son café. La cuillère s'entrechoque contre la tasse 3 fois. Il ne répond pas. Je reste là pendant 10 secondes. Ensuite, je retourne à mon appartement, j'ouvre mon ordinateur portable et je cherche des annonces de location à Ridgemont. Les studios commencent à 650. Les une pièce autour de 800. Serré, mais possible, surtout si je suis transféré dans une clinique là-bas. Je ne discute pas avec Glenn. Je n'affronte pas Lorraine, non pas parce que je ne peux pas, mais parce qu'il y a une différence entre réagir et être prête. Et j'ai appris cette différence la nuit où j'ai trouvé un reçu fiscal classé à côté de mon acte de naissance. Lorraine veut que je sois dépendante. C'est son levier. Le loyer bon marché, l'assurance, les documents qu'elle a gardés dans une boîte verrouillée toute ma vie. Mais le levier ne fonctionne que lorsque l'autre personne n'a pas d'option. Je construis des options. Le lendemain matin, je m'assois dans la salle de pause de la clinique et appelle la compagnie d'assurance. Si mes parents me retirent de leur régime familial avant mes 26 ans, demandai-je, quelles sont mes options? La représentante est polie, efficace. Ils peuvent vous retirer à tout moment. Vous auriez une fenêtre d'événement qualificative de 60 jours pour vous inscrire à un plan de marché. Quel est le plan le moins cher dans ma région? Elle tape. Pour une personne seule de 25 ans dans une zone rurale, environ 300 à 400 par mois. Franchise élevée. J'écris le chiffre sur une serviette, 350. Je peux me débrouiller avec 350 si je réduis tout le reste au minimum. Cet après-midi-là, Claire me trouve en train de réorganiser le placard à médicaments, quelque chose que je ne fais que lorsque j'essaie de ne pas penser. « Pourquoi ne les affrontes-tu pas maintenant ?» demande-t-elle. « Dis-leur que tu sais. Dis-leur que c'est fini. » Je ferme la porte du placard avec précaution. Parce que si je les affronte avant d'être prête, je perds tout en même temps. Le logement, l'assurance et la vérité sur qui je suis. J'ai besoin que les trois soient gérés avant de dire un mot. Claire se tait un moment. Puis, tu n'attends pas parce que tu as peur, n'est-ce pas? Non, j'attends parce que je veux être prête. Pas en colère, pas désespérée. Prête. Cette nuit-là, j'appelle Hélène. Je lui parle de l'augmentation du loyer, de l'assurance. Avec nous, aussi longtemps que tu en auras besoin. Tom vide déjà la chambre d'amis. Je paierai un loyer de 10 jeux. Paige, je ne vais pas passer d'une dépendance à une autre. Hélène, laisse-moi payer ma part. Elle se tait pendant 3 secondes. Tu sonnes exactement comme moi à 22 ans. Têtu comme une mule. J'ai presque ri. Presque. 4 jours avant mon anniversaire, Lorraine frappe à la porte de mon appartement. Elle sourit. Pas son vrai sourire. Celui qu'elle réserve pour les repas partagés de l'église et les soirées parents-professeurs auxquelles elle n'a pas assisté depuis des années. Le sourire de performance. Paige, chérie. Papa et moi voulons t'emmener dîner pour ton anniversaire. Chez Maggie, vendredi soir. Juste nous trois, dit-elle, nous avons quelque chose d'important à discuter. Elle penche la tête. Nous avons quelque chose d'important à discuter. Ce sera sympa. Je cherche sur son visage. La douceur est appliquée en couche épaisse, la façon dont on glace un gâteau qui n'a pas bien levé. Alors qu'elle planifiait cela, je peux le sentir. Bien sûr, maman, dis-je. Ça a l'air sympa. Elle me tapote le bras, un geste que je réalise soudainement qu'elle ne fait que lorsqu'elle est sur le point de demander quelque chose ou de retirer quelque chose, et retourne à travers la cour. La seconde où sa porte moustiquaire se ferme, je prends mon téléphone. Hélène, ça arrive. Vendredi soir, chez Maggie.
Silence à l'autre bout. Puis la voix d'Hélène, stable, de quoi avez-vous besoin de notre part? Venez au restaurant, vous trois. Mais réservez une table, asseyez-vous séparément. Ne venez pas sauf si je fais un signe. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent d'abord. Nous serons là, dit Hélène. Tom attrape déjà ses clés. Hélène, c'est dans 4 jours. Je sais. Je veux juste qu'ils sachent que nous y allons. Je m'assois au bord de mon lit après avoir raccroché. L'enveloppe est dans mon sac. La lettre d'Hélène, notre photo de famille du mois dernier, les résultats ADN. Je presse ma main contre le sac comme si je vérifiais un battement de cœur. Vendredi, c'est dans 4 jours. J'ai 4 jours pour retenir mon souffle, garder mon visage normal et attendre que ma propre mère me dise que je suis jetable dans une pièce pleine de gens qui croient qu'elle est une sainte. Vendredi soir, chez Maggie. Le restaurant sent le pain de maïs et le cèdre, lumière chaude, murs lambrissés de chêne, une chanson de George Strait à bas volume à travers les haut-parleurs du plafond. Chaque table est pleine ou se remplit. C'est le seul restaurant avec service à table dans une ville de 4000 habitants, et le vendredi soir est sacré ici. J'arrive 10 minutes en avance. Mes mains sont stables. Ma respiration ne l'est pas. Je scannais la pièce. Dans le coin éloigné près de la fenêtre, Hélène dans un chemisier bleu, Tom à côté d'elle dans une chemise en flanelle boutonnée, Cody penché sur son téléphone. Hélène me voit. Un léger signe de tête, à peine un inclinement de son menton. C'est tout. C'est assez. Je m'assois à une table au centre de la pièce. Maggie elle-même, 63 ans, aux cheveux argentés, bâtie comme une femme qui porte des poils en fonte depuis avant ma naissance, fait signe de derrière la caisse. Joyeux anniversaire, ma chérie, lance-t-elle. Je fais signe en retour. Sous la table, ma main droite se referme autour de l'enveloppe dans mon sac. Glenn et Lorraine arrivent ensemble. Lorraine porte une robe rouge, quelque chose qu'elle réserve pour Pâques et le concours de la foire du comté. Son rouge à lèvres est assorti. Elle est habillée pour une célébration. Glenn porte une chemise boutonnée avec le bouton du haut fermé, ce qu'il ne fait que lorsqu'il est mal à l'aise. Lorraine se glisse dans la cabine en face de moi. Tu n'es pas jolie ce soir? 25, tu peux le croire? Elle commande un verre de vin. Glenn commande de l'eau. Je ne commande rien. Petite discussion. Lorraine pose des questions sur la clinique. Je réponds. Elle n'écoute pas. Ses yeux continuent de passer à son sac à main, à Glenn, de retour vers moi. Elle exécute un script dans sa tête, et la petite discussion n'est que le générique d'ouverture. 2 tables à notre droite, le pasteur Jim Hadley et sa femme s'installent avec des menus. Lorraine les remarque. Glenn regarde son assiette comme s'il y avait un script écrit sur la purée de pommes de terre. Lorraine croise les mains sur la table, avec pratique, presque pastoralement. Tu es adoptée, dit-elle. Nous t'avons prise quand tu avais 3 jours. Je ne réagis pas. Pas parce que je joue, mais parce que j'ai déjà vécu ce moment il y a 8 mois sur un sol de sous-sol. Lorraine lit mon silence comme un choc. Elle continue. Nous t'avons gardé parce que, honnêtement, la situation fiscale rendait la chose intéressante pour nous. Les crédits, les déductions, cela nous a aidés à traverser des années très difficiles. Elle fait une pause, un petit sourire bouche fermée. Mais maintenant tu as 25 ans. Les avantages sont terminés, et franchement, Paige, nous avons fait notre part. Les mots flottent dans l'air comme de la fumée. À la table voisine, la fourchette d'une femme s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Glenn s'éclaircit la gorge. Nous avons consulté un avocat pour officialiser légalement la séparation. Tu as 30 jours pour déménager de l'appartement, ajoute Lorraine, fouillant dans son sac à main. Elle en sort une feuille de papier pliée, le même ton clinique que l'avis de loyer. Brittany en a besoin. Elle fait glisser le papier sur la table. Je ne le regarde pas. Je regarde Lorraine, droit dans les yeux. Et je soutiens ce regard pendant 5 secondes complètes, assez longtemps pour qu'elle bouge sur son siège. C'est tout, dis-je. Les mots sortent plus doucement que prévu. Pas blessé, pas en colère, juste clair. Lorraine cligne des yeux. Le sourire faiblit. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle s'attendait à des larmes. Peut-être des supplications. Quelque chose qu'elle pourrait gérer,
quelque chose qu'elle pourrait tapoter sur la tête et dont elle pourrait s'éloigner en se sentant vertueuse. « Qu'est-ce que tu veux dire par « c'est tout » dit-elle. Je ne réponds pas. Pas encore. C'est parce que la prochaine chose que je dirai changera tout dans cette pièce. Et j'ai besoin qu'elle ressente le silence d'abord. Lorraine n'aime pas le silence. Elle ne l'a jamais aimé. Le silence est un espace qu'elle ne peut pas contrôler. Et Lorraine Mercé a besoin de contrôler chaque pièce dans laquelle elle entre. Je sais que c'est dur, dit-elle en se penchant en avant. Mais il vaut mieux que tu l'apprennes de nous plutôt que de le découvrir d'une autre manière. Quelle générosité de votre part, dis-je. Sa mâchoire se tend. Ne sois pas sarcastique avec moi. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Oh, vous m'avez donné un toit pour $5400 par an. Le chiffre atterrit. La main de Lorraine tremble contre la table. Elle ne s'attendait pas à ce que je connaisse ce chiffre. Glenn, dit-elle doucement. Ça n'a pas besoin d'être laid, Paige. Alors pourquoi avez-vous apporté de la paperasse à un dîner d'anniversaire? Il n'a pas de réponse à cela. Lorraine attrape à nouveau son sac à main, en sort un stylo et le pose à côté du papier plié. Signe ça ce soir, dit-elle, et nous te donnerons les 30 jours complets. Si tu ne le fais pas, ce sera 2 semaines. Sa voix est plus forte qu'elle ne le souhaite. 2 tables plus loin, le pasteur Jim pose sa fourchette. Au stand d'angle, Maggie s'arrête avec une cafetière à la main, ses yeux allant de Lorraine à moi. Je regarde le stylo, puis le papier, puis Lorraine. Je ne signe rien à une table de dîner, Lorraine. Le nom atterrit plus fort que le nombre. Pas maman. Lorraine. La première fois en 25 ans. La bouche de Lorraine s'ouvre, se ferme. Ses narines s'évasent. Et juste pour un instant, le masque tombe complètement. Pas de tristesse, pas de regret, de l'irritation. De l'irritation pure, brute, parce que je ne suis pas le script qu'elle a écrit pour ce soir. Elle était censée annoncer la nouvelle. J'étais censé pleurer. Elle était censée me réconforter juste assez pour se sentir noble. J'étais censé signer. Je ne l'ai pas fait. Pardon, la voix de Lorraine tombe dans un sifflement. Je suis toujours ta mère. Tu viens juste de me dire que tu ne le haises pas. La phrase reste entre nous comme un mur. Puis Glenn fait un bruit, moitié tout, moitié gémissement, et bouge sur son siège. La prise de Lorraine sur son verre de vin se resserre jusqu'à ce que ses articulations deviennent blanches. Je t'ai élevé, dit-elle. Cela fait de moi ta mère. Alors pourquoi cela ressemble-t-il à une transaction qui vient d'expirer? Les yeux de Lorraine parcourent le restaurant. Elle peut sentir les gens regarder. Cela devait être contenu, calme, une petite passation ordonnée. Mais je ne coopère pas, et Lorraine Mercé ne peut pas supporter une scène qu'elle ne dirige pas. Bien, dit-elle, et sa voix devient plus tranchante maintenant, la prétention de douceur disparaissant. Tu veux la vérité? Ta vraie mère était une fille de Ridgemont qui ne pouvait même pas prendre soin d'eux. Arrête. Un mot, bas, clair. Je lève la main, paume vers l'extérieur, et Lorraine s'arrête effectivement au milieu de sa phrase. Pas parce qu'elle me respecte, mais parce que l'expression sur mon visage est quelque chose qu'elle n'a pas vu auparavant, et cela la déstabilise. Tu n'as pas à parler d'elle, dis-je. Pas ce soir et jamais. Elle? Oren rit presque. Tu ne la connais même pas. Je ne réponds pas. Au lieu de cela, je fouille dans mon sac et sors lentement l'enveloppe. Je la pose sur la table entre nous à côté du papier non signé et du stylo intact. Lorraine la fixe. Enveloppe blanche unie, légèrement pliée au coin après des mois dans mon sac. Qu'est-ce que c'est, dit-elle. Je laisse la question en suspens. Glenn se penche en avant, plissant les yeux. Le pasteur Jim, 2 tables plus loin, a arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Alors que je pose le bout de mes doigts sur l'enveloppe et que j'attends, parce que ce qu'il y a à l'intérieur de cette enveloppe va démanteler chaque histoire que Lorraine Mercé a jamais racontée sur elle-même, je veux qu'elle sente que ça arrive avant que cela n'arrive. Lorraine ne peut pas supporter le silence. Elle n'a jamais pu. Réponds-moi, Paige. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Je ne dis rien. Mes doigts reposent dessus, attendant. Et c'est là que Lorraine fait l'erreur que je savais qu'elle ferait. Parce que quand Lorraine ne peut pas contrôler une conversation,
elle attaque. Au moins, nous t'avons prise. Au moins, nous t'avons donné quelque chose. Personne d'autre ne voulait de toi, Paige. Elle se penche, sa voix portant de cette façon qu'elle a quand elle a oublié qu'il y a des murs. Personne. Je sens la chaleur monter de ma poitrine à ma mâchoire. Pas de la honte, quelque chose de plus vieux et de plus tranchant, quelque chose qui se construit depuis 8 mois, attendant exactement que cette ligne soit franchie. Parce que j'ai rencontré Hélène Dunard. Je me suis assise à sa table de cuisine. J'ai lu sa lettre, celle où elle décrit la nuit où elle a accouché seule à 22 ans alors que sa famille la poussait à signer des papiers qu'elle ne comprenait pas. Je sais qui est Hélène, et entendre Lorraine la traiter de droguée devant 40 personnes est la seule chose que je ne peux pas laisser passer. Dans le coin éloigné, Hélène a entendu chaque mot. La main de Tom est sur son épaule. La mâchoire de Cody est serrée. Je regarde Lorraine. Tu as fini, dis-je. Elle redresse sa robe. Oui. Et je le pose à côté de mon verre d'eau. Premièrement, un billet de $1. Je le pose à côté de mon verre d'eau. Deuxièmement, un rapport ADN imprimé. 99,7% de correspondance. Je le pose à plat sur la table. Troisièmement, une photographie prise le mois dernier. Moi, debout entre une femme et un homme. Nous trois plissant les yeux au soleil, souriant. De vrais sourires, le genre que l'on ne peut pas simuler. Je pose la photo au centre de la table, face à Lorraine. Drôle que tu parles de ma vraie mère, dis-je. Parce que je l'ai trouvée il y a 8 mois. Le visage de Lorraine se fige, pas choqué, congelé, comme un écran qui a planté mais qui n'est pas encore éteint. Glenn recule de la table, sa chaise raclant le sol. Son nom est Hélène Dunard. C'est une infirmière de santé communautaire à Ridgemont. Elle attend depuis 25 ans de me trouver. Je garde ma voix stable, chaque mot mesuré. Elle ne m'a pas jeté. Elle avait 22 ans et était seule, et sa famille a forcé sa main. Ce n'est pas la même chose qu'être indésirable. Lorraine regarde la photographie. Elle me voit debout entre deux personnes qu'elle n'a jamais rencontrées, portant une expression qu'elle n'a jamais vue sur mon visage. Une fille qui ressemble à celle qui appartient. C'est. Tu ne peux pas, commence Lorraine. Mais les mots s'en mêlent. Et une chose de plus, dis-je. Je fais une pause, pas pour le drame, mais parce que j'ai besoin que cette prochaine phrase atterrisse exactement comme il faut. Ils sont là en ce moment même dans ce restaurant. La tête de Lorraine se relève brusquement. Ses yeux parcourent la pièce, au-delà des stands, au-delà du bar, au-delà de Jim. Cherchant. Glenn saisit le bord de la table comme si le sol venait de basculer. Et dans le coin éloigné, Hélène Dunard pose sa serviette et attend mon signal. Ok, j'ai besoin de mettre l'histoire en pause une seconde parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent, Paige, pourquoi n'es-tu pas parti il y a des mois? Pourquoi attendre leur grande révélation? Question juste, honnêtement. Eh bien, une partie de moi avait besoin de l'entendre de leur bouche, pas d'un bout de papier dans un sous-sol, mais prononcé à voix haute avec des témoins, parce que c'est la différence entre soupçonner quelque chose et le savoir. Maintenant, que pensez-vous que Lorraine a fait quand j'ai dit que ma famille biologique était assise dans le restaurant? S'est-elle excusée? A-t-elle insisté? A-t-elle essayé de s'enfuir? Laissez votre supposition dans les commentaires. Très bien, retour au vendredi soir chez Maggie. Je me tourne vers le coin éloigné du restaurant. Je fais un signe de tête une fois. Hélène se lève, puis Tom, puis Cody. 3 personnes se lèvent de leur table et commencent à traverser le restaurant de Maggie. Pas vite, pas lentement, pas en faisant une scène, juste en marchant de la façon dont on marche vers quelqu'un que l'on cherche toute sa vie. Hélène est dans un simple chemisier bleu, celui qu'elle portait la première fois que nous nous sommes rencontrés. Ses yeux sont rouges, mais son dos est droit. Tom est un pas derrière, solide, calme, sa main planant près du bas du dos d'Hélène. Cody suit, les mains dans les poches, la mâchoire serrée. Le restaurant remarque, les conversations s'amenuisent, puis s'arrêtent. L'argenterie s'immobilise. Même la chanson de George Strait semble se retirer, le refrain s'effaçant vers rien alors qu'Hélène traverse la pièce. Lorraine les suit comme un cerf suit des phares. Hélène atteint notre table et se tient à côté de moi. Elle ne parle pas. Elle n'en a pas besoin. Elle pose une main sur mon épaule, chaude, stable, délibérée.
La main de quelqu'un qui répète ce geste depuis 25 ans et qui n'arrive toujours pas à croire qu'elle peut le faire. Tom s'arrête juste derrière Hélène, les bras le long du corps. Cody flanque l'autre côté de sa mère. Maggie pose sa cafetière et croise les bras, observant. Le pasteur Jim s'est complètement retourné sur sa chaise, la serviette toujours coincée dans son col. Je regarde Lorraine. Lorraine. Glenn. Ma voix est calme, claire. Voici Hélène. Ma mère. Le mot mère atterrit comme une pierre jetée dans une eau calme. Je contemple les rides qui traversent le visage de Lorraine. Confusion, reconnaissance, fureur, tout cela en l'espace d'une respiration. Elle ouvre la bouche, mais Hélène parle la première. Je ne suis pas ici pour causer des ennuis, dit Hélène. Sa voix est calme, posée, la voix d'une femme qui parle toute la journée à des patients effrayés et qui a appris que le volume n'aide jamais. Je suis ici parce que ma fille m'a demandé d'être là. Lorraine se lève si vite que sa chaise cogne la table. Ensuite, du vin éclabousse le bord de son verre et se répand sur le document qu'elle m'avait apporté à signer. Votre fille ? La voix de Lorraine monte dans les aigus. Je l'ai élevée pendant 25 ans. Et vous venez de lui dire qu'elle était inutile. La phrase circule. Je l'entends atterrir à la table voisine, au stand du pasteur Jim, au bar. La main de Maggie s'élève vers sa bouche. Lorraine se tourne vers Glenn. Dis quelque chose. Glenn ouvre la bouche, la referme. Ses mains sont à plat sur la table comme s'il essayait de l'empêcher de s'envoler. Il ne dit rien. Lorraine se retourne vers moi. Ses yeux sont sauvages maintenant. Pas blessé, pas honteux, acculé. Tu as planifié cela, dit-elle. Tu as planifié cela pour m'humilier. Non, dis-je. J'ai planifié cela pour ne pas être seul quand tu ferais ce que tu as fait. Elle cligne des yeux intensément. La distinction entre vengeance et protection de soi n'est pas enregistrée. Elle ne le sera pas. Pas ce soir. Peut-être jamais. Lorraine scrute la pièce, et chaque paire d'yeux qu'elle rencontre détourne le regard ou reste fixe, mais aucun d'entre eux n'offre ce qu'elle cherche. Karen du bureau de poste, la femme à qui Lorraine a raconté l'histoire de la mère altruiste une centaine de fois, est assise 4 tables plus loin avec sa main sur la bouche. Elle a tout entendu et les avantages fiscaux, le inutile, le personne ne voulait de toi. Karen a tout entendu, et Lorraine peut le voir sur son visage. C'est tout à fait inapproprié, dit Lorraine. Mais sa voix a perdu son tranchant. J'étais aussi une déduction fiscale, dis-je. Tu ne semblais pas t'en soucier à l'époque. Le visage de Glenn s'effondre, pas de façon dramatique. Tranquillement, comme un mur qui s'installe après des années de mauvaise fondation. Il sait que j'ai raison. Il le sait de la même manière qu'on sait que son pneu arrière est à plat, on l'a senti tirer pendant des kilomètres et on a juste continué à rouler. Tom fait un pas en avant. Pas de manière agressive. Il se déplace simplement pour se tenir à côté d'Hélène, une main posée sur le dossier de ma chaise. Sa présence remplit l'espace que Glenn a laissé vide. Nous ne sommes pas ici pour une bagarre, dit Tom. Sa voix est basse, calme, et porte le poids particulier d'un homme qui construit des choses avec ses mains et ne gaspille pas ses mots. Nous sommes ici pour Paige. Glenn regarde Tom. Pendant un long moment exposé, les deux hommes occupent le même cadre, et la comparaison n'a pas besoin de narration. Un homme a conduit 2 heures et demie pour se tenir derrière une fille qu'il connaît à peine. L'autre n'a pas pu tenir tête à sa femme à travers une table à manger pour celle qu'il a élevée. Glenn attrape sa veste sur le dossier de sa chaise. Je pense que nous devrions y aller, Lorraine. Je ne vais nulle part tant qu'elle ne s'est pas excusée, dit Lorraine, mais sa voix se brise aux coutures. Elle me pointe du doigt. Après tout ce qui s'est passé, je n'ai rien à me faire pardonner, dis-je. Lorraine me fixe. Je soutiens son regard. Je ne cligne pas des yeux. Je n'adoucis pas mon expression. Et je n'élève pas la voix parce que je n'en ai pas besoin. La salle écoute déjà. Glenn se lève et marche vers la porte. Il ne prend pas le bras de Lorraine. Il ne l'attend pas. Pour la première fois en 30 ans, Glenn Mercer s'éloigne de sa femme en public, et Lorraine est laissée seule. Les yeux de Lorraine balaient le restaurant une dernière fois, cherchant un allié. Il tombe sur le pasteur Jim. Jim, sa voix se brise légèrement.
Tu me connais. Tu sais quel genre de mère j'ai été. Dis-leur. Le pasteur Jim regarde Lorraine pendant un long moment. Sa femme pose une main sur son avant-bras. Tout le restaurant retient son souffle parce que Jim Hadley se tient à ce pupitre depuis 19 ans. Et quand il parle, cette ville écoute. Je pense que c'est peut-être une conversation que vous devez avoir avec Dieu et avec votre fille, Lorraine, dit-il doucement. Pas avec moi. Aucun jugement dans sa voix, aucune dureté. D'une certaine manière, cela rend les choses pires. Le visage de Lorraine fait quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Il se froisse, non pas en tristesse, mais en la réalisation que l'histoire qu'elle raconte depuis 25 ans vient de se terminer. Et chaque personne dans cette salle a regardé cela se produire. Elle attrape son sac à main, ne ramasse pas le document non signé, ne prend pas le stylo, ne me regarde pas. Elle marche vers la porte, les talons claquant sur le parquet. C'est le son le plus fort dans le restaurant. Glenn attend à la sortie. Avant de suivre Lorraine, il se retourne. Sa bouche s'ouvre. Je pense qu'il est sur le point de dire quelque chose, des excuses, peut-être une explication, un au revoir. Mais rien ne sort. Il me regarde, puis regarde la main d'Hélène sur mon épaule, et il ferme la bouche. Il acquiesce une fois, lentement et brièvement, comme un homme reconnaissant quelque chose qu'il aurait dû reconnaître il y a des années. La porte d'entrée se referme derrière eux. Une cloche tinte au-dessus. Le restaurant expire. Je regarde la table. Le verre de vin de Lorraine est encore à moitié plein. Le papier est trempé et non signé. Le stylo est sans capuchon et inutile. Et à côté d'eux, ma photo, ma lettre, et la vérité à laquelle elle ne pouvait pas échapper. Le bruit revient par couches. Un murmure au stand près de la fenêtre. Une fourchette raclant une assiette. La porte de la cuisine s'ouvrant, se refermant. George Strait reprend au milieu du refrain, et la vie au Maguies Place commence à se reconstruire autour de la chaise vide où Lorraine Mercer était assise. Hélène se glisse dans cette chaise. Tom prend celle à côté d'elle. Cody traîne une chaise de la table voisine et la coince au bout, ses longues jambes heurtant le pied de la table. Personne ne parle pendant quelques secondes. Hélène tient ma main. Ses doigts sont froids. Elle a grippé la coudoir de sa propre table depuis les 20 dernières minutes, mais sa prise est ferme. Elle ne lâche pas prise. Puis ses yeux se remplissent. Pas le genre poli qui s'essuie au coin. Le vrai genre. 25 ans sans savoir, sans tenir, sans être là. Tout cela remontant à la fois. Paige, je suis désolé de ne pas avoir été là plus tôt, murmure-t-elle. Je serre sa main. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Tom s'éclaircit la gorge. Ses yeux sont rouges aussi, mais c'est le genre d'homme qui gardera cela en lui jusqu'à ce qu'il soit seul dans son camion plus tard ce soir. Il tire une serviette du distributeur et la pose doucement à côté d'Hélène. Le silence s'étire, chaud et étrange et neutre. Puis Cody prend un menu. Alors, on peut commander ? Dit-il. J'ai conduit 2h30 et je meurs de faim. Le rire qui sort de moi est soudain, désordonné et complètement réel. Hélène rit aussi. Un son humide et octant qui fait sourire Tom. Même le pasteur Jim, 2 tables plus loin, esquisse un sourire. Et puis Maggie apparaît à notre table avec des couverts supplémentaires en équilibre sur son avant-bras. C'est pour la maison ce soir, dit-elle. Tout cela. Elle s'éloigne avant que quiconque ne puisse contester. Après l'arrivée de la nourriture, Cody a commandé à la fois les côtes levées et le steak frit au poulet. Je sors la lettre d'Hélène de l'enveloppe. Je peux lire une partie de ceci ? Lui demandai-je à voix haute. La main d'Hélène se porte à sa gorge. Elle acquiesce. Je déplie le papier à en tête de l'hôpital. 2 pages, recto et verso, dans une écriture qui commence proprement et devient plus tremblante à chaque paragraphe. Je ne lis pas tout, juste un morceau à la partie qui, selon moi, compte le plus. Hélène a écrit au sujet de la nuit où je suis né. Un jeudi, il pleuvait, elle avait 22 ans, seule dans une salle d'accouchement, et la seule personne qui est venue était une infirmière nommée Diane qui lui a tenu la main pendant les 3 dernières heures. Elle a écrit au sujet du bracelet d'hôpital qu'ils ont fixé à mon poignet. Comment elle a mémorisé chaque lettre avant qu'il ne m'emmène à la pouponnière. Elle a écrit au sujet des bougies. Chaque 15 mars, je lis à voix haute,
j'allume une bougie et je la pose sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Tom sait. Cody sait. Ils ne m'ont jamais demandé d'expliquer. Je n'ai jamais manqué une année. Je plie la lettre. La table est silencieuse. Tom regarde son assiette. Cody regarde sa mère. Je ne lis pas le reste parce que le reste est entre Hélène et moi. Au sujet de la famille qui l'a pressée. Au sujet des papiers qu'elle a signés à 22 ans sans que personne n'explique ce qu'ils signifiaient. Au sujet de 2 décennies de culpabilité qu'Hélène a portées comme un second squelette à l'intérieur de son corps. Mais le restaurant a assez entendu. Karen, la collègue de Lorraine au bureau de poste, se lève de sa table et s'approche. Elle se tient à côté de moi, serrant sa serviette. « Je suis tellement désolée, Paige, dit-elle. Je ne savais pas. » J'acquiesce. « Merci, Karen. » Elle retourne à son siège. Je la regarde sortir son téléphone et commencer à taper. D'ici le matin, chaque personne dans cette ville saura. La photographie est toujours allongée au centre de la table à côté de la flaque de vin renversée par Lorraine. Maggie passe pour débarrasser le papier mouillé et le stylo que Lorraine a laissé derrière elle. Elle fait une pause quand elle voit la photo, la ramasse avec précaution et l'incline vers la lumière. « C'est votre famille, chérie ?» demande-t-elle. Je regarde Hélène, qui s'essuie les yeux avec la serviette que Tom lui a donnée. Tom, qui coupe tranquillement le steak frit au poulet de Cody parce que Cody a déjà détruit les côtes et est trop fier pour demander de l'aide. Cody, qui me surprend en train de regarder et sourit avec de la sauce barbecue sur le menton. Oui, dis-je. C'est ça. Maggie étudie la photo pendant un autre moment. Belle famille, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Elle la pose délicatement et passe à la table suivante. Je suis allé dans ce restaurant 100 fois, peut-être plus. À chaque visite, Lorraine prenait soin de saluer tout le monde, l'hôtesse, les habitués, le pasteur et quelque part dans les salutations, elle l'insérait, « Paige est si chanceuse que nous l'ayons accueillie. L'adoption est la meilleure chose que nous ayons jamais faite. Nous lui avons tout donné. » Et à chaque fois, je souriais, j'acquiesçais, je jouais le rôle de la fille reconnaissante dans le spectacle solo de Lorraine. Ce soir est la première fois que je suis assise à une table au Maggie's Place et que je n'ai rien joué du tout. Cody me donne un coup de coude. « Et ma sœur, tu vas manger ton pain de maïs ou je peux l'avoir ? Si tu touches à mon pain de maïs, tu perds cette main. » Il sourit. Tom secoue la tête. Hélène rit. Un vrai rire. Celui qui remplit tout son visage. C'est ça. C'est ce à quoi un dîner de famille est censé ressembler. Ordinaire. Bruyant. Non scénarisé. J'attends depuis 25 ans l'ordinaire. Hélène me dit que je pesais 6 livres 11 onces. Que j'avais une boucle de cheveux roux juste au sommet de ma tête comme une petite flamme. Elle dit que c'est exactement comme Tom quand il était bébé. Tom confirme cela avec un acquiescement et aucun commentaire supplémentaire, ce qui, j'apprends, est la communication maximale de Tom Dunard. Il pose des questions sur mon travail à la clinique, mais contrairement à Lorraine, il écoute. Il écoute vraiment. Il pose des questions de suivi. Quelle est la partie la plus difficile ? Quel est mon animal préféré à traiter ? Est-ce que je me fais mordre parfois ? Quand je lui dis que je me suis fait mordre par un poméranien la semaine dernière, il rit si fort qu'il doit poser sa fourchette. Cody me montre un mème sur son téléphone. Je ne comprends pas. Il l'explique. Je ne comprends toujours pas. Il me dit que je suis désespéré, mais d'une manière adorable. Et je réalise que c'est probablement ainsi que les frères et sœurs se parlent. Et ça m'a manqué toute ma vie. Pendant 1 heure, nous mangeons, nous parlons. Personne ne mentionne Lorraine. Personne ne mentionne les avantages fiscaux ou le papier ou l'appartement. Nous sommes juste assis au Maggie's Place un vendredi soir comme une famille qui dîne. Vers la fin du repas, Hélène plonge la main dans son sac et en sort une petite boîte. Elle la pose devant moi. Je la porte depuis 25 ans, dit-elle. Elle t'appartient. Je l'ouvre. À l'intérieur, reposant sur un carré de coton, il y a un bracelet d'hôpital. Minuscule, rose délavé, l'encre à peine lisible, bébé fille Dunard. Hélène l'a enfilé sur une simple chaîne en argent. Je le fixe autour de mon poignet sans un mot.
Le plastique est cassant et léger. Il ne pèse presque rien, mais c'est la chose la plus lourde que j'ai jamais portée. Pendant 25 ans, j'ai remercié les mauvaises personnes de m'avoir gardé. Ce soir, je suis assise avec ceux qui n'ont jamais cessé de me vouloir. Je veux sortir de l'histoire un instant. En regardant en arrière, je pense que la partie la plus difficile n'était pas d'entendre Lorraine dire ce qu'elle a dit. C'était de réaliser que j'avais passé 25 ans à jouer la gratitude pour des gens qui me voyaient comme une ligne sur une déclaration d'impôt. Si vous avez déjà été dans une situation où quelqu'un a tenu vos besoins fondamentaux au-dessus de votre tête, logement, assurance, documents, peu importe et a appelé cela de l'amour, vous savez exactement ce que je veux dire. Voici ma question pour vous, pourquoi pensez-vous que Lorraine a choisi un restaurant public pour cela? Était-ce pour me faire taire ou pour garder le sentiment de contrôle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ok, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Le lendemain matin, je me réveille dans l'appartement au-dessus du garage pour la dernière fois. Le plafond est le même placoplâtre taché d'eau que je contemple depuis 7 ans. La fenêtre donne sur le jardin d'herbes aromatiques de Lorraine, qu'elle a planté pour que les voisins l'admirent, pas pour l'utiliser. Tout dans cette pièce est familier, et rien de tout cela n'est à moi. J'emballe ma vie dans 4 boîtes en carton. C'est tout ce qu'il faut. Vêtements, livres, la photo d'Hélène et Tom, mes certifications vétérinaires, une tasse à café que Claire m'a offerte et qui dit « J'aimerais être couverte de poils de chien ». 7 ans dans cet appartement, et toute ma vie tient sur le siège arrière d'une Honda Civic. Claire arrive à 8 heures. Elle ne pose pas de questions. Elle commence juste à porter des boîtes. À 9 heures, j'appelle le marché de l'assurance. Changement d'adresse. Événement de vie qualifiant. Nouveau régime en vigueur dans 60 jours. J'écris le numéro de confirmation au dos d'un reçu de station-service et je le plie dans mon portefeuille. À 9h30, je traverse la cour jusqu'à la maison principale. Les lumières sont éteintes. La voiture de Lorraine est dans l'allée, mais les rideaux sont tirés. Elle est là, mais elle ne veut pas me voir, et je n'ai pas besoin de la voir. Je laisse la clé de l'appartement sur le comptoir de la cuisine. À côté, je place le papier de déménagement, signé, avec une ligne écrite sous ma signature à l'encre bleue, « Tu n'as pas besoin de 30 jours. » J'ai fini aujourd'hui. Pas de lettres, pas de discours, pas de scène finale. Claire et moi sortons de l'allée à 10 heures. Je ne regarde pas dans le rétroviseur pendant les 3 premiers kilomètres. Puis je le fais. La maison est petite et devient plus petite. Je ne pleure pas quand je pars. Je pleure 15 minutes plus tard quand la voix du GPS dit « Vous entrez maintenant dans Ridgemont ». Et cela ressemble à la première chose vraie que quelqu'un m'ait dite depuis des années. Puis la semaine suivante, je visite un bureau d'aide juridique à Ridgemont. Consultation gratuite. L'avocate est une femme nommée Sandra qui a un bureau couvert de photos de famille et une poignée de main qui pourrait casser une noix. Je lui dis tout. Elle écoute avec son stylo immobile, ce que j'ai appris signifie qu'elle entend quelque chose qui ne la surprend pas. Première chose d'abord, dit Sandra. Il n'y a aucun mécanisme légal dans cet État ou n'importe quel État pour renier un enfant adulte. Votre père bluffait. Elle laisse cela s'imprégner. Il peut avoir consulté quelqu'un, ou il peut avoir juste dit cela pour vous effrayer. Quoi qu'il en soit, il n'y a aucun document qu'il puisse déposer, aucune pétition qu'il puisse soumettre, et aucun juge qui l'écouterait. Vous êtes une adulte légale. L'adoption a été finalisée il y a 25 ans. C'est fait. Je sens quelque chose se détendre dans ma poitrine, un nœud que je n'avais pas réalisé que je portais depuis la nuit où Glenn a dit « Nous avons consulté un avocat », avec cette voix tendue et répétée. Sandra m'aide à déposer une demande auprès du greffier du comté pour mon certificat de naissance original et le dossier d'adoption complet. 3 semaines plus tard, une enveloppe manie arrive à la maison du Nard. À l'intérieur, mon certificat de naissance, le vrai avec le nom d'Hélène. Et dans le dossier d'adoption, un détail que je ne connaissais pas, Hélène ne m'a pas volontairement abandonné. Ses parents ont signé en son nom. Elle avait 22 ans, mais à l'époque dans ce comté, la famille l'avait pressée à travers un processus qu'elle comprenait à peine. Personne n'a expliqué ses droits. Aucun avocat ne l'a représentée. Hélène était dans la cuisine quand j'ai lu cette page. Je ne lui ai pas montré. Pas encore. Certaines vérités ont besoin du bon moment. Cette nuit-là, j'envoie un SMS à Glenn.
Juste un message, l'avocate a confirmé, il n'existe rien de tel que de renier légalement un enfant adulte. Tu le sais. J'espère qu'un jour tu réfléchiras à pourquoi tu as accepté cela. Il le lit à 21h47. Il ne répond jamais. Un mois plus tard. Je suis dans la chambre d'amis de la maison Dunard, payant $300 par mois qu'Hélène refuse d'encaisser. Alors, je laisse les chèques sur le comptoir de la cuisine, et finalement, Tom les glisse dans le pot du ménage quand Hélène ne regarde pas. Nous avons un système tacite. La nouvelle clinique vétérinaire à Ridgemont est plus petite. Dr Patel gère une opération à 2 personnes, elle et moi, et la salle d'attente sent le Golden Retriever mouillé à 9h tous les matins. C'est parfait. Cody et moi regardons des films le samedi soir. Il insiste pour l'horreur, et j'insiste pour n'importe quoi d'autre. Nous faisons un compromis sur les films d'action et nous disputons sur les garnitures de pizza avec le genre de passion que seuls les frères et sœurs peuvent générer au sujet du pepperoni. Hélène m'apprend sa recette de lasagne un dimanche après-midi. À mi-chemin de la superposition des nouilles, elle s'arrête et regarde mes mains. Tu retrousses tes manches de la même manière que moi, dit-elle. Je regarde en bas. Elle a raison. Même pli, même pliure, même rentrée au coude. 25 ans de séparation, et nos mains ont appris la même habitude. Elle ne dit rien d'autre à ce sujet. Elle n'a pas besoin de le faire. Je commence à chercher des appartements en ville. Une chambre, $650 à accent grave $800. Je peux y arriver avec le nouveau travail. 2 mois, peut-être 3, et j'aurai mon propre endroit. Première fois de ma vie, vraiment, complètement, seulement à moi. Le soir, je m'assois sur le porche arrière des Dunard. La cour court jusqu'à une ligne d'arbres, et si vous êtes calme, vous pouvez entendre le ruisseau derrière les chênes. Une nuit, Tom sort et s'assoit sur la chaise à côté de la mienne, mais il ne dit rien. Il pose une tasse de café sur la coudoir entre nous et regarde le même ciel. Nous restons assis comme ça pendant 10 minutes, silencieux, confortables. C'est à cela que ressemble la famille quand elle est réelle. Parfois, elle ne ressemble à rien du tout. Dans une ville de 4000 habitants, les nouvelles ne voyagent pas. Elles migrent de porte en porte, de banc en banc, d'allée en allée à l'épicerie. Karen le dit à sa sœur. Sa sœur le dit au club de lecture. Le club de lecture le dit à l'association des parents d'élèves. En 48 heures, chaque salon de la ville a entendu une version de ce qui s'est passé au Maguies Place. Dimanche matin, Lorraine entre dans l'église. Les bancs autour de sa place habituelle sont plus vides que la normale. Pas de façon spectaculaire, juste assez. Une famille s'est décalée vers la gauche. Une autre est arrivée plus tôt et s'est assise plus loin. Petits ajustements, distance polie. La façon dont une petite ville dit « nous savons » sans dire un mot. Le sermon du pasteur Jim ce matin la porte sur l'intendance. Il ne mentionne pas Lorraine par son nom. Il n'a pas besoin de le faire. Il y a une différence, dit-il depuis le pupitre, entre élever un enfant et en posséder un. Lorraine ne revient pas le dimanche suivant. Lundi, elle publie sur Facebook. Une seule ligne, parfois, être parent signifie prendre les décisions les plus difficiles pour le bien de vos enfants. Elle obtient 3 likes, 47 commentaires, et pas du genre qu'elle voulait. Quelle décision, Lorraine? Nous avons entendu ce qui s'est passé au Maguies. Est-ce vrai au sujet des crédits d'impôt? Elle supprime le message en 2 heures. Claire me raconte tout cela au téléphone, morceau par morceau, comme un bulletin météo d'une ville où je ne vis plus. Ils l'ont voté hors du comité du bazar de l'église, dit Claire un soir. Qui te l'a dit? Maggie. Elle l'a entendu de la femme de Jim. J'acquiesce même si Claire ne peut pas me voir. Je ne me sens pas victorieuse. Je ne me sens pas justifiée. Je ressens quelque chose de plus calme que cela. Comme regarder une maison que vous avez construite brûler et réaliser qu'elle n'était structurellement jamais solide pour commencer. Ce n'est plus mon problème, dis-je. Et je le pense vraiment. 3 semaines plus tard, Glenn appelle. Je ne décroche presque pas. Je suis en train de peser un bigle qui ne veut pas arrêter de se tortiller, mais quelque chose me fait poser le chien et entrer dans le couloir. Pège. Sa voix semble indiquer qu'il n'a pas dormi depuis une semaine. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe, Glenn?
Silence. Je l'entends respirer. Tu comprendrais. Nous étions fauchés quand nous t'avons eu. Les crédits nous ont maintenus à flot. Et puis ta mère, Lorraine. Elle s'est habituée à l'arrangement. Il se reprend sur le nom. Ta mère Lorraine. Comme même lui peut entendre la séparation maintenant. Est-ce ce que tu as appelé m'élever? Je répète. Je ne suis pas doué pour ça, Paige. Je sais, dis-je. Tu n'as jamais été doué pour te défendre quand c'était important. Il est calme à nouveau. Je peux entendre une télévision en arrière-plan, un jeu télévisé. Il est seul. Je ne suis pas en colère, Glenn, dis-je. Et je réalise en le disant que c'est vrai. La colère m'a quitté quelque part autour. Ce qui reste est quelque chose de plus lourd et de plus calme. J'ai juste fini. Est-ce qu'on peut? Il s'arrête, ne termine pas la phrase. Et je pense qu'il allait dire essayer à nouveau ou recommencer ou une autre expression qui semble pleine d'espoir dans la bouche et creuse dans l'oreille. Peut-être un jour, dis-je. Mais en ce moment, j'ai besoin d'espace. Et tu as besoin de comprendre pourquoi tu l'as laissé faire ce qu'elle a fait pendant 25 ans. Je raccroche, pose le téléphone sur le comptoir, et retourne voir le Beagle. Il ne rappelle pas. Mais les mardis matins, un SMS de 2 mots arrive, j'espère que tu vas bien. Je réponds, je vais bien. C'est assez pour le moment. Claire me donne la mise à jour dans son ton habituel impassible. Britney a déménagé. Je suis en train de restocker les fournitures de la salle d'examen, comptant les pilules contre le ver du cœur. Déménager de quoi? Ton appartement? Le garage. Elle a tenu 6 semaines. J'ai arrêté de compter. Que s'est-il passé? Elle a entendu toute l'histoire par environ 15 personnes différentes. Elle a dit à ses amis qu'elle avait l'impression de vivre dans l'expulsion de quelqu'un d'autre. Elle a emménagé avec un colocataire de l'autre côté de la ville. Je pense à Britney, 23 ans, fraîchement sortie d'une rupture et cherchant juste un endroit bon marché pour s'effondrer. Elle n'a rien demandé de tout cela. Elle était juste l'excuse dont Lorraine avait besoin. Elle m'a envoyé un SMS. En fait, je dis à Claire. Britney t'a envoyé un SMS? Elle m'a trouvé sur Facebook. Elle a dit, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Si ça peut t'aider, je n'ai rien demandé de tout ça non plus. Qu'est-ce que tu as dit? Je sais que ce n'est pas ta faute parce que ça ne l'est pas. Britney est un pion, tout comme je l'étais, juste une case différente sur l'échiquier de Lorraine. Claire est calme un instant, puis, donc l'appartement est vide maintenant. Oui. Lorraine t'a mise à la porte pour Britney. Britney est partie et maintenant l'appartement est juste assis là. Oui. C'est poétique. C'est Lorraine. L'ironie ne m'échappe pas. Lorraine a démantelé ma vie, mon logement, mon assurance, mon identité pour faire de la place à une nièce qui ne voulait pas rester. Elle a perdu sa fille, sa position dans la communauté et son siège au comité de l'église. Et l'appartement est vide. Tout cela était pour rien. Comme Claire me le dit aussi, Lorraine évite le Maggie S Place, conduit 20 minutes jusqu'à la ville suivante pour les courses, n'a pas été vue au salon ou à l'heure sociale du bureau de poste. Elle construit son propre exil, brique par brique. Je ne fais pas de commentaires. Je ne célèbre pas. Je retourne juste à compter les pilules contre le ver du cœur. Certaines choses se règlent d'elles-mêmes. 1 an plus tard, le 15 mars. J'ai 26 ans et, pour la première fois de ma vie, mon dîner d'anniversaire n'est pas livré avec un script. La table de la maison d'Unard est mise pour 5. Hélène a fait des lasagnes la même recette qu'elle m'a apprise, sauf que la sienne est meilleure et le sera probablement toujours. Tom a grillé des steaks sur le porche arrière parce qu'on ne peut pas avoir d'anniversaire sans quelque chose de brûlé. Cody a acheté un gâteau de la boulangerie en ville et a écrit « Joyeux anniversaire, ma sœur » dessus avec un glaçage qui commence déjà à glisser. Claire a conduit 2h30 pour être ici. Elle entre avec une bouteille de vin et une carte qui lit « À la seule collègue pour qui je commettrai un crime ». Aucune enveloppe sur cette table, aucun papier non signé, aucun stylo, aucune stratégie de sortie déguisée en célébration. Hélène apporte le gâteau avec 26 bougies. La cuisine se remplit de lumière. C'est la première fois que je peux faire ça en personne, dit-elle, et sa voix se brise sur le dernier mot.
Je ferme les yeux au-dessus des bougies. Je ne fais pas de vœux. Tout ce dont j'ai besoin est déjà assis à cette table, bruyant, imparfait et ici. Je l'essouffle. Cody applaudit. Tom se penche et serre mon épaule. Claire lève son verre de vin. Hélène pleure un peu, ce qui me fait pleurer un peu, ce qui fait que Cody lève les yeux au ciel et dit « C'est reparti », ce qui fait rire tout le monde. À mon poignet, le bracelet d'hôpital sur sa chaîne en argent, plastique rose délavé, encre à peine lisible. Je le porte tous les jours, non comme un rappel de ce que j'ai perdu, mais comme preuve de ce que j'ai trouvé. J'ai mon propre appartement maintenant, $650 par mois, 2e étage, avec une fenêtre qui donne sur la ligne d'arbre, et je paie chaque facture moi-même. Assurance de marché, mon nom sur chaque document, l'avantage fiscal de personne, l'arrangement de personne, juste paye. Alors, voici ce que je veux vous laisser. Pas de conseils. J'ai 26 ans, je ne suis pas en position de donner des conseils. Juste ce que j'ai appris, Lorraine ne m'a pas détruite cette nuit-là au Maguiès. Elle m'a libéré. Elle ne le savait juste pas. Je ne la déteste pas. La haine prend de l'énergie que je préférerais dépenser pour les gens qui veulent vraiment que je sois là. Et honnêtement, détester Lorraine signifierait qu'elle occupe toujours de l'espace dans ma vie, et j'ai passé 25 ans à lui donner de l'espace qu'elle n'avait pas gagné. Glenn m'envoie des SMS parfois, des messages courts, toujours le mardi matin. J'espère que tu vas bien. Je réponds, je vais bien. 2 mots, mais je les pense. Peut-être qu'un jour nous aurons une conversation plus longue. Peut-être pas. Cette porte n'est pas verrouillée, elle est juste fermée. Et je peux décider quand elle s'ouvre. Hélène et moi apprenons encore l'une sur l'autre. Elle s'excuse trop d'avoir manqué mon premier mot, mon premier jour d'école, mon premier tout. Je lui dis d'arrêter. Elle pleure. Je deviens maladroite. Nous essayons toutes les deux de comprendre. C'est ok. Les vraies familles ne sont pas parfaites. Elles sont présentes. Tom m'a appris à changer un pneu le mois dernier. J'ai 26 ans. J'aurais dû apprendre à 16 ans, mais l'homme qui était censé m'apprendre était trop occupé à ne pas faire de vagues. Cody m'envoie toujours des mèmes que je ne comprends pas. Je fais semblant de les comprendre. Il sait que je fais semblant. C'est notre truc. Et voici la partie que je veux que vous entendiez, qui que vous soyez, ou que vous écoutiez, si quelqu'un prend vos besoins fondamentaux en otage, logement, assurance, documents, accès et appelle cela de l'amour, ce n'est pas de l'amour. C'est un levier. Et vous ne devez pas de gratitude pour un levier. Je n'ai pas obtenu de vengeance cette nuit-là au Maguiès Place. J'ai obtenu de la clarté. Et la clarté, il s'avère, est plus forte que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. Ce soir, je suis assise dans mon appartement à Ridgemont. Celui avec la fenêtre qui donne sur les arbres. La vaisselle du dîner est toujours dans l'évier. Claire est partie il y a 1 heure. Cody m'a envoyé un mème d'anniversaire. Je ne le comprends pas, mais j'ai envoyé un emoji qui rit quand même. Sur le rebord de ma fenêtre de cuisine, je pose une bougie, juste une simple bougie blanche et un support en verre, le genre que vous achetez pour $2 à la quincaillerie. Je l'allume. Pendant 25 ans, Hélène a allumé une bougie à cette date. Chaque 15 mars, une petite flamme sur le rebord de sa fenêtre de cuisine, marquant l'anniversaire d'une fille qu'elle ne pouvait pas tenir. Tom savait. Cody savait. Ils ne lui ont jamais demandé d'expliquer. C'était juste ce qu'elle faisait. Un rituel silencieux d'amour qui n'a jamais cessé, même quand elle n'avait aucune raison de croire qu'il serait un jour retourné. Maintenant c'est à mon tour. Mais je n'allume pas cette bougie pour la perte. Je l'allume pour le début de quelque chose. Pour le premier anniversaire que j'ai célébré sans jouer la gratitude. Pour la première année que j'ai vécue sur un sol que personne ne peut retirer de sous mes pieds. Pour Hélène qui a attendu. Pour Tom qui est apparu. Pour Cody qui m'a appelé ma sœur avant que je sois prête à l'entendre et à continuer à le dire jusqu'à ce que je le sois. Je regarde la bougie, le bracelet d'hôpital à mon poignet, la photo sur mon étagère, celle du mois dernier. Tous les 5 entassés sur le porche arrière des Dunards. Personne ne regardant la caméra. Tout le monde riant de quelque chose. Cody a dit, j'ai passé 25 ans à être l'avantage fiscal de quelqu'un. Maintenant, je suis juste la fille de quelqu'un.
Et c'est plus cassé. La flamme vacille une fois, puis reste stable. Moi aussi. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Cela signifie plus que vous ne le savez. Si cela a touché une corde sensible, ou si vous avez déjà été dans une situation où quelqu'un a utilisé vos besoins contre vous et a appelé cela de l'amour, j'adorerais en entendre parler dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin de partager des noms. Juste le moment où vous avez réalisé que trop c'était trop. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, il y en a une dans la description avec laquelle je pense que vous allez vraiment vous connecter. Cliquez sur s'abonner pour ne pas la manquer. Je vous verrai dans la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de vos limites.